Sur notre Terre vivent une quantité phénoménale et fabuleuse d'animaux, de plantes et de micro-organismes. Pour que cette diversité si extraordinaire puisse se maintenir, les organismes vivants doivent se reproduire, se nourrir et rester en bonne santé. Ainsi, ils doivent alors interagir les uns avec les autres, mais aussi avec leur environnement physique et chimique. Pour cela, ils possèdent un ensemble de caractéristiques morphologiques, physiologiques et comportementales qui identifient le groupe auquel ils appartiennent. L'ensemble des êtres vivants, de leurs conditions de vie et de leurs interactions se réunit sous un terme magique, la nature. Bon, j'espère que ces belles images vous ont bien plu, mais maintenant nous allons aborder un sujet un peu plus sérieux. Nous allons nous attaquer aux bases de l'écologie scientifique. Cette science s'intéresse principalement à deux choses, les populations et les écosystèmes. Bon ok Thierry, t'es bien gentil là, mais c'est quoi une population? 2 minutes, hein? Prenons ce petit carré rouge, il représente un individu d'une espèce, celle des carrés rouges. Prenons maintenant un ensemble de carrés rouges. Chaque carré rouge est un individu de la même espèce. L'ensemble de ces individus de la même espèce peuvent se reproduire entre eux et vivent au même endroit. C'est ce que l'on appellera une population. À cette population des carrés rouges, ajoutons maintenant une autre population, celle des ronds bleus. L'addition de ces deux populations formera ce que l'on appelle la communauté. Ouais, bon, j'ai le droit de faire de l'humour, hein, c'était drôle moi je trouve. Passons maintenant à la deuxième chose la plus importante en écologie scientifique, les écosystèmes. En 1935, Arthur George Tansley définit les écosystèmes comme l'unité de base de la nature, formée de la communauté des êtres vivants, ou biocénose, et de son environnement biologique, géologique, édaphique, hydrologique, climatique, bref, son biotope. Nous allons maintenant nous pencher sur une étude de cas qui va permettre d'introduire la notion de réseau trophique, à l'aide de l'effondrement de la population des loutres de mer. Nous sommes en 1990, au sud des côtes de l'Alaska, autour de l'archipel des îles Aleutiennes, dans le Pacifique Nord. Les loutres de mer ayant obtenu un programme de protection et de réinsertion devraient animer le paysage. Hélas, les prédictions des écologues tombent à l'eau. En revanche, nous pouvons apercevoir au loin un aileron noir dépassant de la surface de l'eau. Cet aileron semble rattaché à un corps massif qui traîne l'eau derrière lui en un sillon. Il s'agit d'un orque, ou épaulard pour les intimes. Un mammifère marin cétacé d'un poids de 1,5 tonnes pour les femelles et de 3,5 tonnes pour les mâles. De plus, nous sommes loin de l'attendrissant ami des pins dans Sauver Willy. Non, bien au contraire, sans vouloir en faire une mauvaise pub, il est bon de signaler que l'orque est un véritable sadique. En effet, il fait partie des rares animaux à jouer avec ses proies. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, Willy s'amuse à catapulter une innocente tortue. Oui, je suis une tortue volante! Revenons à nos loutres. Pourquoi je vous parle d'orques? Alors que les orques, en temps normal, ça mange des phoques. C'est quoi le rapport? Genre, un orque ça va pas se mettre à manger de maigrichonnes petites loutres, non? Si? Peut-être? Ah, mais pourquoi? Je pense que l'on pourrait poser la question à Homo sapiens. Mais oui, vous savez, les humains quoi. Désolé, erreur d'image, ça c'est pas un humain. Bref, les hommes avec un grand H, oui, je veux pas avoir de problème avec les féministes, pratiquent ce que l'on appelle la pêche intensive, ou industrielle, ou surpêche, si t'es un écolo de chez Greenpeace. De cette pratique dévastatrice, on a résulté un manque cruel de poissons à se mettre sous la dent pour les phoques, ce qui a engendré une diminution de leur population. Ainsi, les orques se sont alors tournés vers les loutres. Mais comme une loutre c'est moins gros qu'un phoque, il faut donc en manger plus, d'où l'effondrement de la population des loutres, malgré leur réinsertion. Mais comme un problème n'arrive jamais seul, les écologues ont constaté une énorme augmentation de la population des oursins. Alors oui, les mangeurs d'échinodermes en seront ravis, mais Kennedy! Le problème des oursins est que pour s'installer sur le sol au fond de l'océan, il faut qu'ils coupent un kelp. Ouais, c'est une algue verte géante. Ces algues vertes forment des fourrés dans lesquels habitent de nombreux poissons, crustacés et mollusques.
dont se nourrissent les phoques. Ouais, tu commences à piger le cercle vicieux? Bon, nous allons essayer de résumer la situation avec un schéma. On a d'un côté les orques qui mangent les phoques, et les phoques qui mangent les poissons, et les poissons qui vivent tranquillement dans les forêts de kelp. Et d'un autre côté, on a les petites loutres qui régulent la population des oursins en les mangeant. Jusqu'ici, on est d'accord, tout va bien dans notre cher réseau trophique. Mais arrive un problème de taille, l'humain, avec ses gros bateaux et ses gros filets, prêts à piller les océans de ses poissons. Du coup, avec le manque de poissons, les phoques ont du mal à se nourrir et sont de plus en plus rares. Ce qui va à son tour empêcher les orques de se nourrir. Les orques vont alors se mettre à manger des loutres. La population des loutres va alors diminuer, ce qui va engendrer une augmentation de la population des oursins. Les oursins vont donc avoir besoin de plus de place, ils vont donc couper plus de kelp, ce qui va détruire la forêt de kelp dans laquelle vivent les poissons, les mollusques et les crustacés. Ainsi, c'est tout l'écosystème qui est bouleversé, et avec lui, son réseau trophique, qui, comme vous l'aurez compris, est un système complexe d'interaction mangeur-mangé, ou prédateur-proie si on veut faire plus scientifique, dans lequel circulent matière et énergie depuis les algues productrices primaires, qui fabriquent de la matière organique grâce à la photosynthèse, jusqu'aux grands prédateurs en bout de chaîne, comme l'homme. T'as vraiment cru que j'allais pas faire la morale? T'as cru que c'était fini, ça y est, tranquille, la vidéo, elle est juste informative, et pas plus, quoi. J'allais m'arrêter là, quoi. Eh ben non, tu t'es trompé, désolé. Tu t'es fourvoyé. Non, vraiment, sans déconner, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous parler de quelque chose qui m'a vraiment choqué dernièrement. Le 30 septembre 2016, les abeilles ont été officiellement placées en tant qu'espèce en voie d'extinction. Et là, je suis désolé, mais c'est méga chaud. Depuis qu'on est tout petit, on nous rabâche l'importance du rôle des abeilles dans la nature. Et là, ça y est, c'est officiel, wouhou! Les abeilles sont en voie d'extinction, hein? Mais grâce à qui? Ben grâce à nous, comme d'hab. Après, c'est pas que la faute des insecticides, hein. Non, ça serait trop facile. Il y a également la déforestation, la pollution de l'air, le manque de ressources et le manque de place, les infections parasitaires, les espèces invasives, le réchauffement climatique et les réseaux 4G. Et la plupart des gens s'en foutent complètement. Alors que les conséquences sont dramatiques. Et je pèse mes mots. Les abeilles sont ce que l'on appelle des pollinisateurs. Ils permettent à 80% des espèces végétales présentes sur Terre de se reproduire. Essayez juste 5 minutes d'imaginer l'impact de la disparition des abeilles sur le réseau trophique. Je pense qu'on aurait tous la dalle, que ce soit les herbivores, les omnivores ou les carnivores. Tous dans le même panier. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous donne les solutions. Car malheureusement je ne pense pas qu'il y ait de remède miracle à nos problèmes. La seule chose que je peux vous dire, c'est d'essayer de sensibiliser au maximum de personnes autour de vous. Que ce soit des amis, des gens de votre famille, des gens dans la rue, qu'importe. Car protéger l'environnement, c'est important.